Samira. Est-ce qu'il y a des nouveaux qui veulent faire leur présentation? Ok, je pense qu'on va commencer. Voilà. Okay. D'accord. Ok. Donc, c'est comme prévu dans la planification. Aujourd'hui, c'est une séance, une session en français. C'est toujours dans la présentation du programme GERM, Gérer mieux votre entreprise. Entre-temps, il y a une présentation aussi, comme ça a été fait en anglais et en arabe, c'est de présenter brièvement le premier niveau dans ce programme de formation des entrepreneurs, ce qu'on appelle comment trouver vos idées d'entreprise ou bien comment trier vos idées d'entreprise. Voilà donc pour aujourd'hui. Donc je vais essayer d'enchaîner dans la présentation globale du programme GERM. Juste après moi, donc vous aurez une présentation, une brève présentation par Mademoiselle Bendali, qui va vous présenter aujourd'hui une petite présentation sur les éléments de comment trouver des idées d'entreprise. Voilà. Donc, je vais répéter brièvement ce qu'on avait la dernière fois. On a présenté c'est quoi? C'est des généralités sur l'OIT, donc l'Organisation internationale du travail, puisque c'est l'OIT qui s'occupe de vulgarisation de ce programme depuis 40 ans. Depuis 40 ans, donc il a été adopté par l'Organisation internationale du travail, certifié et développé, parce qu'au début, c'était un petit programme en gestion, management, mais avec le temps, donc c'est développé. Déjà dans le programme général, on parle de ASAIWIB général sur comment trouver des idées d'entreprise, comment créer les entreprises, comment gérer mieux les entreprises et comment développer les entreprises. Puis, il y a le cycle de formation de formateurs et après, le cycle de formation des maîtres formateurs. Et après, avec le temps, avec le développement, on s'est trouvé dans des programmes similaires, mais spécialisés. C'est pour répondre aux besoins sectoriels des secteurs d'activité. Par exemple, comment on a certifié des formateurs de spécialités pointues, comment trouver des idées d'entreprise. Bonsoir Zola. Inch'Allah, vous allez bien. Ok. On ne peut pas vous entendre. Bonsoir tout le monde. Merci, M. Delil. Ok, donc c'est Zola qui va présenter juste après moi. Donc Zola, je suis en train de faire un récapitulatif des séances précédentes, notamment pour les gens qui sont venus pour la première fois. D'ailleurs, on souhaite la bienvenue pour tout le monde. Donc, j'ai dit qu'avec le temps, on parle de germes spécialistes, germes spécialisés dans l'agriculture, dans l'industrie, dans le tourisme, dans l'artisanat, les métiers, le conditionnement, l'agroalimentaire. Voilà, donc c'est ça le développement du programme GERM au fil des temps. Pour cela, on doit être branché à tout ce qui se passe au niveau mondial, puisque c'est un programme de développement des petites et moyennes entreprises, puisqu'il a été adopté et utilisé en Chine. Donc, on parle de plus de 8 millions TPE et PME en Chine qui ont été suivis et créés par ce programme. Pour cela, donc, il y a beaucoup de développement, il y a beaucoup de recherches, il y a beaucoup de choses qui ont fait et expérimenté. Pour cela, la nouveauté, c'est de passer de ASAIWIB général, parce qu'on a pris beaucoup de temps dans la formation des généralités et vraiment, c'était important pour inculquer
l'esprit entrepreneurial général et inculquer cette culture. C'est pour ça qu'il y a des programmes qui sont été développés pour les lycées, pour les centres de formation professionnelle, pour le ministère de la formation professionnelle et pour les universités. Donc, c'est pour inculquer l'esprit entrepreneurial dans tous les secteurs, en commençant par les jeunes adolescents, aux familles. On parle même des programmes de femmes au foyer pour développer l'entrepreneuriat. Donc, c'est un programme spécialisé femmes au foyer, ce qu'on appelle Get Ahead, aller de l'avant. On utilise juste les photos et les jeux, les business games. C'est pour inculquer cet esprit. C'est pas une science, c'est pas des informations on veut transmettre pour ces gens, mais c'est l'esprit, c'est voilà, c'est le savoir-être en entrepreneuriat. Voilà un petit peu le développement de ce programme au niveau mondial. Et puisqu'il y a beaucoup d'efforts, il y a beaucoup de financement qui a été alloué à ce programme par les institutions internationales, donc avec ces financements, on a pu arriver à développer, à faire une conception de plusieurs programmes de spécialité. En anglais, on a ces programmes, donc on va faire le travail de traduction et aussi nos formateurs qui ont d'expertise, d'expérience, aussi faire de la conception et développer ces programmes de création et de développement d'entreprises spécialisées dans des secteurs et dans des domaines très spécifiques. Voilà ce qu'on a parlé la dernière fois. Puis, on a enchaîné sur les compétences d'un formateur. On a dit qu'il est très important, déjà pour un formateur certifié, d'avoir des compétences de base. On a parlé des compétences, des prérequis, c'est savoir l'utilité de la petite et moyenne entreprise et savoir les chemins, les conditions pour développer les petites et moyennes entreprises. OK? Donc, la première question qu'on va se poser, pourquoi développer les entreprises? Pourquoi ce programme il est accentué pour développer les petites et moyennes entreprises? Parce que les statistiques mondiales nous informent que plus de 65% de l'emploi durable, c'est à travers ces petites et moyennes entreprises. Pour la nouvelle création de chaque année de postes d'emploi, c'est 75%. Le nombre d'entreprises, on parle de nombre, plus de 90% de nombre des entreprises, 99% c'est de la TPE, très petite et moyenne entreprise, petite entreprise et moyenne entreprise. OK? Si on parle d'exportation dans les pays développés, on va trouver que des sommes colossales sont dues au développement des petites et moyennes entreprises. Ils exportent très bien. Si vous voulez, par exemple, au Canada, on a 106 milliards de dollars d'exportation à travers les petites et moyennes entreprises. Si on parle de l'Allemagne, parmi les pays où les leaders, la formation professionnelle, la vraie formation, c'est à travers l'entrepreneuriat. D'ailleurs, les gouverneurs, les députés, les responsables politiques, c'est des ex-PDG des petites et moyennes entreprises. Donc, leur formation et leur expérience leur a permis de comprendre l'environnement et de diriger tout un pays et développer toute l'industrie, toute l'économie. Donc, les leaders sont formés à travers les entreprises. Ils n'ont pas été formés à travers juste l'université et le cursus académique, mais à travers cet esprit d'entreprise. C'est pourquoi il est important de développer les petites et moyennes entreprises pour développer les économies. Comment développer les entreprises? On a deux conditions au préalable. C'est de favoriser l'environnement, le climat des affaires et améliorer l'esprit entrepreneurial. Il y a deux choses. Donc, c'est de travailler sur l'esprit entrepreneurial et d'améliorer l'environnement, ce qu'on appelle le climat des affaires, l'écosystème. Parce que si vous suivez surtout les universités et les chercheurs, le business doing de la Banque mondiale, ils classifient les pays selon deux critères. Les critères de l'environnement
l'Algérie est classée toujours presque 178 au-delà. C'est très difficile l'environnement des entreprises. Pour l'esprit entrepreneurial aussi, on est vraiment classé, on est vraiment en retard. Donc, ces deux conditions de développement de petites et moyennes entreprises et de développement esprit économie, business. OK? Donc, si vous voulez un petit aperçu sur l'environnement des entreprises, un formateur doit connaître que l'entrepreneur est dans son entreprise, mais il est entouré d'un environnement. L'environnement, il y a ce qu'on appelle l'environnement technologique. Donc, la technologie favorise l'entrepreneuriat, oui, surtout si on parle maintenant de e-commerce, de la technologie, de l'intelligence artificielle, des TIC, des INTIC. Donc, s'il n'y a pas de cette condition d'environnement technologique, donc, simplement, si vous êtes un formateur pratique simple, c'est de ne pas investir et de ne pas accompagner les gens à investir dans des projets technologiques alors qu'il n'y a même pas l'environnement qu'il faut. C'est-à-dire, il n'y a même pas la connexion Internet pour que. Donc, ça dépend. Si on prend le cas de l'Algérie, il y a des places où l'environnement il est un petit peu favorable. Il y a des places, ça n'existe pas cet environnement. Donc, soyez intelligents d'avoir cette connaissance qu'il y a un environnement qu'on doit connaître pour choisir les idées d'entreprise, pour améliorer le bon choix de création d'entreprise. Parce que déjà, vous êtes formateur, vous êtes accompagnateur. Déjà, la première des choses, c'est de connaître est-ce que l'idée d'entreprise est bonne. Pour connaître l'idée d'entreprise, est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'elle est propice pour l'environnement? Quelle que soit l'idée, il est bon. L'entrepreneur lui-même, il est bon. Mais est-ce que c'est un environnement favorable à cette idée d'entreprise? Il y a un environnement institutionnel. L'environnement institutionnel, c'est la réglementation, les taxes, le fisc. Donc, est-ce que cet environnement ne fait pas vraiment obstacle pour ce type d'entreprise? Parce qu'il y a un environnement favorable pour certaines idées d'entreprise et il y a un autre environnement défavorable pour certaines idées d'entreprise. Donc, on doit connaître est-ce que cet environnement institutionnel est favorable ou défavorable. C'est pourquoi, donc, normalement, Pendali va vous expliquer qu'à la fin, pour choisir les meilleures idées d'entreprise, on doit faire ce qu'on appelle l'analyse FOM. Force et faiblesse, plus menace. Et le quatrième point, c'est quoi? Opportunité. Donc, si on parle d'opportunité et de menace, donc c'est à l'externe de l'entreprise, c'est l'environnement. Est-ce qu'il y a des menaces vraiment qui vont faire obstacle à la création de cette entreprise? Donc, cette connaissance de l'environnement de l'entreprise, elle est vraiment très importante. Vous n'êtes pas censé de connaître cet environnement pour le changer. Donc, ce n'est pas à nous de changer cet environnement, mais c'est à nous de changer, d'orienter l'entrepreneur pour un choix qui va faire face à cet environnement. Okay? Il y a ce qu'on appelle l'environnement économique. Est-ce qu'il y a les infrastructures économiques, les banques, les services, les associés, la clientèle, les caisses? Donc, est-ce qu'il y a un environnement favorable? Il y a aussi l'environnement socio-culturel. La communauté, les amis, la famille, le type de consommation, la culture de consommation. Donc, si on a un environnement socio-culturel favorable à la consommation des importations, à la place de consommation locale, c'est un problème culturel. Et c'est un complexe culturel. D'ailleurs, c'est vraiment cet environnement est l'obstacle de développement de beaucoup de pays en développement, de pays sous-développés, parce que on a une culture de consommer importation.
vous allez chez, par exemple, un bijoutier, يقول لك هذه سي امبورتي باش يغليها ويزيد لها في السومه يقول لك هذه سي امبورتي ويقول لك هذه سي لوكال يعني هو بحد ذاته il veut te guider vers l'exportation et vers la consommation importation. Ça c'est un complexe. On peut pas développer on ne peut pas développer l'industrie locale, l'artisanat local, l'agriculture locale parce qu'on ne consomme pas local. Et voilà, si on doit changer notre, notre réseau, notre formateur, conscient. Donc, vers cet environnement socio-culturel parce que c'est un problème. Si l'artisan ne peut pas vendre, ce n'est pas parce qu'il n'est pas concurrentiel, il n'a pas un bon produit, parce qu'on ne consomme pas local. Il y a ce qu'on appelle la citoyenneté économique. C'est quoi la citoyenneté économique? Être un citoyen. En Amérique, c'est vraiment développé. On essaie si on veut faire la guerre contre la Chine, on va ouvrir ce dossier de citoyenneté économique et on va inculquer des choses pour la Chine en disant que la Chine, c'est un pays esclave, donc qui fait travailler les enfants, les esclaves, et tout ça, c'est seulement pour ne pas consommer les produits de la Chine et consommer les produits américains. Donc ça existe. Nous, on n'a pas cette culture de favoriser et d'encourager la consommation locale. Bien sûr, si on dit favoriser, aider, c'est-à-dire pas seulement on va donner des conseils, surtout les commerçants, ceux qui s'occupent de la distribution, ils peuvent accompagner ces producteurs pour arriver à un certain niveau de normes. Et ça, on le fait apparaître dans les jeux d'entreprise. Donc, si vous participez dans un jeu d'entreprise, vous allez voir le rôle que jouait un distributeur pour favoriser la production locale. Et s'il n'est pas conscient, comment il va casser, il va vraiment être un obstacle pour la production locale. Donc, s'il n'y a pas de production locale, qu'est-ce qu'il y a? Et il y a ce qu'on appelle l'importation. S'il y a l'importation, il y a ce qu'on appelle l'importation, ça veut dire l'exportation du pouvoir d'achat et l'importation du chômage. S'il y a importation du chômage, exportation du pouvoir d'achat, donc c'est le cercle vicieux. C'est le cercle économique vicieux. Il n'y a pas de pouvoir d'achat qui circule, il n'y a pas de dynamique activité, donc les producteurs ne vont pas travailler, ils ne vont pas faire l'emploi, donc va baisser, on ne va pas arriver au plein emploi, il n'y a pas de revenus, il n'y a pas de consommation, il n'y a pas d'achat, ثموت الحالة يقولوا لا ركول الكوميرس الدنيا حابسة لا بيع لا شراء هذا كله c'est dû à cet environnement socioculturel. Donc, je pense que c'est un sujet très important de maîtriser ces choses et d'avoir cette sensibilité qu'il y a ce qu'on appelle la citoyenneté. Si vous voulez être citoyen, si vous aimez votre pays, c'est pas seulement en supportant l'équipe nationale. Hein. Il y a beaucoup de choses à faire. Donc, il faut être conscient vraiment. J'ouvre le débat. Si vous voulez vous participer à ce débat et enchaîner. Allez-y. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter? Ou bien je suis un menteur? Je ne dis pas la vérité. Est-ce que vous êtes d'accord? Yallah, keltoum. Keltoum après Haj Slimane. Hein? Aya, keltoum. Keltoum à Adouane.
microphone. Je pense, si, si vous êtes avec nous, Keltoum Adouane, on n'entend rien. Bonsoir, monsieur Swami. Bonsoir, oui. Bonsoir. Désolé. C'est le portable qui a bugué. Vous m'entendez? Oui, oui. Vous m'entendez, monsieur Swami? Oui, oui, je vous entends. Oui, bonsoir tout le monde. D'accord, bonsoir tout le monde. Bon, je vous remercie pour tout ce que vous venez de dire, monsieur Swami. C'est très important. Quand vous avez dit on ne doit pas supporter juste les algériens. Le peuple algérien doit se poser. On doit aimer notre peuple et on doit aimer notre pays avant tout. Et pour ce que vous dites, ce qui concerne la consommation, on ne doit pas toujours consommer tout ce qui est importé. On doit favoriser tout ce qui se produit chez nous dans notre pays. Et je vous assure qu'on a des produits de qualité qui sont produits chez nous ici en Algérie. Bon, moi, je vais parler de notre région ici à Bijaya. Comme moi, je suis vice-présidente de l'association Afoud Bijaya. Alors, quand j'ai sillonné auparavant, je connaissais pas, je suis une habitante, j'habite ici à Bijaya. Mais le jour le travers toutes les montagnes autour de Bijaya et avec tout l'intérieur de nos régions rurales, je vous dis vraiment, vraiment, on a un trésor qu'il faut qu'on a tout, il reste toujours tout ce qui est de terroir ancestral, on a un produit de terroir dans nos régions ici à Bijaya, on a des régions Mazel, ils sont encore, ils ont gardé tout ce qui est produit ancestral. Je prends exemple la Moselle, on fait toujours la cueillette d'olives à l'ancienne, ils font la fabrication, tout ce qu'on appelle, on peut dire le paprika, comme le paprika ou le wina, à l'ancienne, mais c'est à l'ancienne, mais tout en la touche de modernité actuelle. Il y a l'emballage qui est bien fait, le marketing et tout ça. Alors, je vous dis qu'on doit vraiment. Oui, oui, monsieur Swami. Oui, l'idée est très claire. Vous avez donné de bons exemples. Je vous Oui, partage. Je partage votre avis et je vous oui. partage. Oui, Moi, oui, vraiment, il y a des bijoux, il y a beaucoup de choses. C'est pourquoi j'insiste oui, toujours dans les colloques de faire avancer les produits, nos produits de l'artisanat, de l'agriculture et tout cela, même oui, avec exactement, exactement. des foires, pas ici seulement, même à l'étranger. Bon, OK. Merci beaucoup, madame. oui, Je pense que d'accord. Merci, monsieur Swami. حاج سليمان نصبح يستنى هند حاج سليمان allez-y Mm. le microphone. Oui, bonsoir à tous. Bon, je me présente, je suis Hind Karoua Haj Slimane. Actuellement, je suis en décalage horaire, je suis au Canada. Donc, ça me fait vraiment plaisir de participer à ces sessions de formation. Quant au consommant Made in Bladi, qui était vraiment un label qu'on aurait souhaité qu'il dure, qui a été développé en 2003 en Algérie, le Made in Bladi, qui pouvait peut-être en ce temps-là encourager les jeunes entrepreneurs à aller puiser dans leur, je dirais, citoyenneté. Quand on vous parlait de citoyenneté maintenant, c'est être consommant local, être plus, je dirais, un citoyen modèle par rapport à la consommation. Dans ce temps-là, ça aurait pu entraîner cette vague d'entrepreneuriat des jeunes. Mais heureusement que actuellement, par rapport à ce qui se passe en Algérie, parce que ça fait pas très longtemps que j'ai quitté l'Algérie et j'étais coach en entrepreneuriat à l'université de Tlemcen. Donc, ça m'a permis de voir vraiment cette flamme et cette envie de faire quelque chose et de créer chez les étudiants. Donc, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire qui est en train d'arriver en Algérie à travers le développement de l'esprit entrepreneurial.
Maintenant, le consommant, comment on va consommer de manière locale, c'est ce qui se passe ici. C'est le phénomène que je suis en train de voir ici au Canada, c'est qu'on cherche toujours un produit local, un produit de chez nous. C'est-à-dire, on va dans les magasins, des magasins ethniques, qu'on appelle ici les magasins ethniques. Et là, on cherche toujours à aller consommer. Ah, regarde, j'ai trouvé Amr Ben Amr, sans citer des marques, mais j'ai trouvé telle ou telle marque, j'ai trouvé telle ou telle marque. Et là, on se donne le mot, puis on partage entre nous dans des réseaux, puis on dit, vas-y, ce magasin-là a ramené tel ou tel produit du bled. Donc, on va aller chercher ces produits-là et on consomme, en fin de compte, on consomme localement, même si on est à l'étranger. On cherche toujours on se dit, ah, pourquoi ce produit, je l'ai pas trouvé dans mon pays à ce moment-là? Parce qu'il est vraiment de qualité extraordinaire. Et là, parfois, je me pose des questions. Est-ce que c'est un produit qui était dédié spécifiquement à l'exportation? Chose que j'ai pas vue. C'est un produit, une marque que j'ai pas découvert chez moi et que je découvre actuellement ici. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment, je dirais, interpellée pour dire, je pense même à l'étranger, on pourrait fabriquer et produire algérien parce qu'il y a beaucoup je dirais, une communauté, il y a un segment de marché qui est très, très développé ici, ce sont des personnes qui viennent de différents pays du Maghreb et pourquoi pas ne pas aller créer aussi un entrepreneuriat il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent à ça aussi ici, là où je suis actuellement et on fait de l'accompagnement entrepreneurial pour ces personnes-là dans n'importe quelle sorte et surtout dans le domaine de la restauration et surtout dans le domaine de l'import-export. Voilà, c'était juste un petit ajout que je voulais vous ajouter par rapport à une expérience au-delà de Merci, l'océan. merci beaucoup, Haj Slimane. Vraiment, vous nous Avec avez plaisir. honoré aujourd'hui. Et j'espère que vous allez participer avec nous dans les prochaines séances. Oui, c'est Vraiment, juste par rapport au décalage horaire. ah, Maintenant, je suis au bureau, hein. J'ai trouvé un petit instant pour me connecter. Oui. Donc, ok, c'est merci juste par beaucoup. rapport au décalage horaire que j'ai eu des soucis voilà. Mais je vais essayer de Ok, faire de mon mieux. ok, merci beaucoup. Donc, Merci à vous. voilà, Shahida Shahidun min ahliha. Je ne suis pas un menteur, je dis la vérité. Et il y a Fouzia Hagay qui vous passe le bonjour, Hind. Il dit que vous êtes son professeur, je pense, à Tlemcen, yes. Ok. Ben, probablement. Fouzia. Ahlan wa Et sahlan. il vous passe un bonjour. Merci beaucoup. Hein. Merci à vous. Bonsoir, madame. Bonsoir. Ok. J'arrive pas à reconnaître votre visage, mais bonsoir. C'est Rappelez-moi où Fouzia, on s'est vu. je pense qu'il est de Biskra, c'est ça. Maintenant, il est à l'université de Biskra. Ah, ok. Marhaba, Oui. Ahlan, vous êtes avec, peut-être j'ai des amis aussi à l'université de Biskra. J'ai beaucoup d'amis là-bas aussi. Enchantée. Je suis doctorante à l'université de Tlemcen avec Achachi, Wassila. Ah, je vous reconnais, je vous Maman Kadwa, reconnais. Wassila Achachi. Oui. Je vous reconnais, avant vous lui passez un Je suis, grand bonjour de ma part. collègue de Ardouane. Je crois Oui, oui, Ardouane. je vois, Ardouane Ardouane Belhaj qui fait mon Belhaj. doctorat avant de Oui, partir. Ardouane Si, Belhaj. si, je me Et rappelle de mais moi vous. avec Achachi. Oui. Oui. Donc, un Ok. grand bonjour. Passez lui, s'il vous plaît, un grand bonjour de ma Bonjour. part. Oui. Merci beaucoup, Fouzia. Merci beaucoup. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres intervenants? Je pense que, est-ce que, bon, je ne sais pas. Bonjour, madame, hein, vous êtes au Canada. Oui, il est au Canada. Ok, bah, on va enchaîner rapidement. Je vais enchaîner rapidement, puis Salut, Kacher, je peux allez. intervenir? Oui, Kacher, oui. Ah, d'accord. Oui, Kacher, Fadli. Oui, Kacher. Bonsoir tout le monde, effectivement. Oui, oui, je vous ai. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, Attendez. Allô, vous m'entendez? Euh, oui. Justement, alors c'est Zaya Kacher de BGA. Merci pour cette présentation. C'est très intéressant. C'est d'actualité. C'est vraiment urgent, effectivement, qu'on s'intéresse un petit peu à nos produits locaux. Et surtout, effectivement, est-ce que les gens qui s'intéressent à l'entrepreneuriat, c'est-à-dire c'est-à-dire de s'impliquer dans la création des petites, c'est-à-dire entreprises, parce que ce qu'il nous faut, c'est un peu le développement local.
Effectivement, il y a un potentiel qu'il faudrait valoriser. Nous sommes un pays, je parle pas uniquement de Béjaïa ou de la Kabylie, c'est vraiment l'Algérie tout entière. Vous avez un potentiel vraiment énorme, c'est exploité. On est un pays vierge en matière justement d'entrepreneuriat dans des thématiques que vous avez citées, dans l'agriculture, dans l'artisanat, que ce soit les petits, euh, c'est-à-dire industrie et tout, de transformation, de l'agroalimentaire et tout, parce que franchement, c'est vraiment à développer. On peut vraiment s'autosuffire si vraiment on peut effectivement créer ces petites unités qui nous permettent un peu de créer, c'est-à-dire cet échange. Parce que quand on a un potentiel au sud ou là à l'est ou là à l'ouest ou là au centre, on peut effectivement s'échanger justement nos produits. Parce que le problème qui se pose chez nous en Algérie, c'est par exemple, si par exemple, je cite un exemple au hasard comme ça, pour la production du miel, c'est vrai, on ne peut pas exporter ce produit, c'est juste une satisfaction locale uniquement pour des personnes qui le font, même si on peut le trouver sur les marchés, mais c'est à petite quantité. Parce que c'est un produit, c'est-à-dire naturel, où il n'y a pas de produits chimiques et tout, donc il y a la transformation qui se font, mais on n'a pas assez de quantité pour qu'on puisse effectivement faire valoir. On a beaucoup de produits effectivement qui méritent d'être valorisés, mais simplement on a besoin justement de cet accompagnement à travers cette façon que vous êtes en train de nous faire. Et pour les personnes effectivement qui s'impliquent justement dans ce groupe-là, je pense effectivement qu'ils peuvent en faire quelque chose. Par exemple, j'en profite, je souhaite la bienvenue à Léa, qui est vraiment artiste dans les gâteaux, pâtisseries et cantines, qui est déjà un grand chef au niveau de la Wilaya de Béjaïa, qui a fait ses preuves en Turquie et à Tunis, qui est déjà médaillé. Donc, il fait des gâteaux effectivement dans des grandes surfaces ou vraiment des gâteaux secs traditionnels typiques de notre région. Donc, effectivement, quelque chose qui peut se développer, qu'on peut retrouver dans les marchés même à l'étranger. Donc, vous imaginez un peu ce que peut vraiment offrir comme potentiel. Et merci pour ne pas prendre beaucoup de paroles. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Kacher. Vraiment, c'est des cas vraiment que vous donnez. Donc, vous êtes présidente de l'association Food, vous êtes artisane, donc vous vivez vraiment la réalité. Merci beaucoup. Je vais enchaîner. Donc, deuxième repère, en tant que formateur, consultant pour entreprise, développeur d'entreprise, quel que soit le nom, il y a un deuxième repère, c'est la performance entrepreneuriale. Est-ce que vraiment on a un esprit de performance, bien un niveau de performance? C'est des indicateurs qu'on peut aussi mesurer, hein, parce que le Business Doing, la Banque mondiale, peut mesurer la performance entrepreneuriale des populations. Et à travers cette performance, on peut dire que est-ce que ce pays a les chances de se développer en matière économique et business. Donc, je vais vous donner deux exemples, ou bien trois exemples. Si on prend la productivité réelle d'un fonctionnaire ou bien d'un travailleur en Algérie, si les calculs de performance, productivité, c'est pas la production ou bien la productivité, c'est par rapport au coût, par rapport au temps et tout ça. On a trouvé que 13 minutes de travail réel fait par un travailleur algérien. La Tunisie, c'est 16 minutes de productivité réelle. Si on parle de l'Europe, on peut arriver à 4 heures de travail réel, de productivité réelle. En Asie, on peut arriver jusqu'à 6 heures de productivité réelle. Donc, vous voyez un petit peu le décalage entre la performance d'un Asiatique et la performance de quelqu'un qui n'a pas cette performance, qui ne connaît pas travailler résultat, impact, qui ne connaît pas le chemin, qui n'a pas de stratégie, qui ne sait pas s'organiser, qui ne travaille pas en équipe. Voilà les résultats. C'est 13 minutes de ce qu'on appelle productivité réelle face à 6 heures de productivité réelle. Donc ça, c'est une performance entrepreneuriale. On est vraiment loin et on a travaillé sur ça. Voilà. Donc, ces deux indicateurs, environnement des entreprises et
performance entrepreneuriale, on doit travailler là-dessus. On doit travailler pas en tant que chercheur ou bien académique, mais réellement comment surtout la performance entrepreneuriale, le savoir-être des jeunes à devenir un vrai entrepreneur. Des gens qui prennent la décision et qui font des choses. C'est pour cela, j'ai dit que le programme GERME de l'Organisation internationale du travail, il se focalise sur le développement de l'esprit entrepreneurial. Il se focalise d'une manière pratique, d'une manière directe, avec le changement, en visant directement le changement des esprits et ce qu'on appelle un savoir-être directement, sans passer par les définitions, la théorie, les différentes écoles de développement. Donc, c'est justement de changer à travers ce qu'on appelle formation-action, coaching réel avec des gens spécialisés dans le domaine qui ont des allées. C'est pour ça qu'on ne choisit pas pour certifier les formateurs seulement les académiciens. On choisit les gens du terrain. Parce que pour nous, si quelqu'un qui a une expérience dans l'agriculture pendant 30 ans, pour moi, c'est un expert. On doit seulement lui donner des outils pour transmettre le savoir et le savoir-faire et le savoir-être. Lui donner l'andragogie. On ne parle même pas de la pédagogie parce que ce n'est pas de la pédagogie, c'est de l'andragogie. L'andragogie, c'est la pédagogie des professionnels, des adultes et des gens du terrain. Donc, il y a beaucoup de spécificités quand on forme un professionnel qui exécute, qui est dans le bain, dans le marché, et on forme quelqu'un dans l'université ou bien dans des écoles. C'est pour ça qu'on parle de l'andragogie, on ne parle même pas de la pédagogie de formation, c'est l'andragogie de transmission de savoir-être, d'un savoir-être. Merci beaucoup, c'est tout ce que j'ai à dire pour le moment. Je vais passer la parole à, comme on vous a promis, donc on va donner la chance pour tout le monde, au fur et à mesure, pour faire des petites présentations, parce que vous êtes des formateurs qui vont exécuter la formation et la transmission des savoirs. Donc, réellement et pratiquement, on va vous donner la chance de présenter des choses. Surtout, on parle des formateurs certifiés. Donc, je vais passer la parole à Zola pour présenter le module comment trier des idées d'entreprise, les principes de base. Avant ça, je vais appeler mademoiselle Malak pour distribuer je pense que c'est le moment de distribuer la fiche de présence pour savoir les gens qui sont présents et pour délivrer les attestations de participation. Donc, il faut l'envoyer directement ici et j'espère que tout le monde va répondre maintenant, avant la fin de cette séance. On ne va pas envoyer ce questionnaire dans les groupes ni dans le WhatsApp. Donc, c'est justement ici qu'on va envoyer le lien. OK. À vous la parole, Zola. Merci, merci, Monsieur Dalil. Bonsoir tout le monde. Bon, je me présente, je suis Madame Bendalizo. Bon, je fais une petite présentation de mon parcours professionnel. Bon, j'ai débuté mon université chimie industrielle. J'ai achevé avec biologie, le thème spécialisé microbiologie. Après, j'ai travaillé directement à l'Institut Pasteur d'Alger. De suite, j'étais responsable d'hygiène, contrôle d'hygiène au niveau d'une boîte française. J'ai pas aimé, du coup, j'ai changé. J'ai travaillé à la pharmacie. Je suis rentrée dans le médical. Donc, j'ai fait un long terme, presque 15 ans au niveau de pharmacie en tant que gérante, même dans un comptoir médical en parallèle. Responsable d'un comptoir médical. Donc, après la pandémie, donc je me retrouve obligée de rentrer chez moi pour des raisons personnelles.
C'est là où je découvre ce programme, cette formation. Donc, pourquoi je vous raconte tout ça? C'est par rapport, donc, si je peux permettre de le dire sur moi, j'étais un petit peu rebelle. C'est pas dans le sens péjoratif, mais rebelle dans le sens de mes pensées. J'ai pas aimé toujours me retrouver dans des conditions, soit des gens, avec tous mes respects au niveau, mais des gens qui me donnent des ordres, par exemple, et j'ai pas aimé ça. J'ai pas aimé peut-être la façon de travail, j'ai pas aimé peut-être les complots de travail. À chaque fois, je trouve des obstacles, à chaque fois, je trouve des points d'interrogation. Donc, où sont-ils les réponses pour toutes ces points d'interrogation dans ma tête? J'ai trouvé la solution, si on peut dire, l'encadrement pour les réponses que j'ai dans ma tête, mais j'avais besoin de, si on peut dire, voilà, c'est l'encadrement de ces idées et ces pensées avec la formation Germe. C'est pas par rapport à la formation en elle-même, le contenu. Le contenu, il est là, il est bien encadré, bien expliqué, mais c'est par rapport au but, le but principal de cette formation. Ce que j'ai appris d'ailleurs, j'ai aimé beaucoup, c'est un changement radical que j'ai trouvé dans ma vie par rapport à ça. Parce que chaque fois, comme je vous avais expliqué, 6 points d'interrogation, pourquoi ne pas être moi-même responsable? Pourquoi ne pas être moi-même porteuse d'un projet alors que j'ai ce parcours, j'ai cette expérience, j'ai le savoir-faire, j'ai tout pratiquement, j'ai les outils pour être porteuse de projet, mais j'avais pas l'encadrement, j'avais pas le coup de pouce, si on peut dire. Donc, par rapport à ce programme Germe, où je retrouvais mes forces, en même temps, si on peut dire, de passer à l'action, d'avoir cette force de créer un projet. Donc, le but de tout ça, c'est pour vous dire que le programme Germe, et vient de dire Monsieur Swami, le but principal, c'est pas le contenu. Le contenu, on trouve pas mal de contenu sur le management, pas mal de contenu, pas mal d'idées, mais le vrai, ce qui fait, si on peut dire, la valeur ajoutée par rapport aux autres formations, c'est que la sensibilisation des gens ou des formateurs, parce que, comme vous a expliqué Monsieur Swami, on a trois catégories de formation, des entrepreneurs et des formateurs et des consultants. Donc, les trois catégories, c'est d'avoir la sensibilisation de porter un projet. Voilà. Donc, c'est juste une brève présentation par rapport à mon propre expérience personnelle. Euh, si par exemple je suis restée dans les idées de travailler comme responsable, je reste toujours salariée, mais à la fin du compte, je comprends que moi-même, je peux être libre, je peux être utile, soit pour moi, soit pour l'autrui, même pour la société. On vient de parler de la société. Pourquoi ne pas être un point positif pour notre pays, pour notre société, l'entourage ou familial ou amical, là où on est. Donc, j'ai pensé même à faire mon propre projet parce que durant mes formations, à chaque fois, on me pose la question, Madame, comment se fait-il, là, vous êtes là à nous former pour être des entrepreneurs, des porteurs de projets, vous-même, vous n'avez pas un projet. Donc, j'avais cette parenthèse qui me coince à chaque fois. Donc, on m'a poussé de penser à mon propre projet. D'ailleurs, heureusement aujourd'hui, quand même, j'ai réussi à faire si dans un cadre un petit peu n'est pas vraiment large ou développé, mais la naissance du projet est là. Bon, on discutera par la suite par rapport à ce petit projet. Peut-être ça va être utile pour tout le monde, mais ce que je veux vous dire, ce que je voulais vous dire par rapport à tout ça, c'est de penser vous-même. On est tous là des formateurs. On n'est pas entrepreneurs, quoi. Entrepreneurs, on peut les sensibiliser. On peut leur dire, voilà, il y a un avenir qui vous attend. Vous avez un terrain
pour travailler ou pour changer vos idées. Mais nous, on est là en tant que formateur, déjà, c'est un projet. C'est un début de projet. Chacun de nous, il est là pour avoir certificat. Mais certificat dans le sens propre, le papier, ça sera pas utile. Même être formateur uniquement pour être formateur, c'est pas du tout l'idée. Pourquoi si on rentre dans cette idée, c'est que on est dans le, si je peux me permettre, on est dans le concurrence. On devient concurrent sur la matière. Voilà, le contenu du programme, on est concurrent. Mais non, si le but principal, c'est plus large, plus loin, plus profond que ça. C'est chacun de nous a son propre parcours, son propre expérience par rapport au travail, par rapport à l'environnement. Chacun de nous a son empreinte, surtout l'empreinte personnelle. Même en tant que formateur, chacun de nous a son empreinte personnelle. Je peux former des gens, mais c'est pas pareil comme le fit Madame, par exemple, Kacher ou Madame Fouzia ou Madame Alek, n'importe qui entre nous, donc a son empreinte personnelle. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est de penser sérieusement, du moment qu'on est là, de penser sérieusement à un projet, soit projet en tant que formateur, soit projet en tant que par rapport au parcours, par rapport à la personne où on est, où on a. Voilà. Donc, ça, c'est juste une parenthèse pour vous dire que le programme, il n'est pas là pour le contenu uniquement. Le contenu, il a. N'importe qui peut avoir le programme. D'accord. Mais le but principal, c'est la sensibilisation et de penser sérieusement de faire un plus. Voilà, merci. Donc, revenons à nos moutons par rapport à la formation, le programme GERME. Comme on a expliqué déjà, le programme s'appelle GERME. Gère mieux votre entreprise, GERME majuscule. Le GERME majuscule contient les 4 niveaux. Revenons, le premier niveau, c'est comment trier ou trouver votre idée d'entreprise. C'est ce qu'on va voir maintenant. Et après, le deuxième, c'est après avoir une idée consolidée, l'idée, elle est bien étudiée, bien prête. Donc, on passe à la création, ce qu'on appelle le business plan, ou là, le plan d'affaires. Donc, faire création de l'entreprise, mais sur papier. Donc, c'est le remplissage des plans, le remplissage des papiers et tout. Ce qu'on va voir par la suite. Et le troisième niveau, c'est gère minuscule. Donc, comment gérer mieux votre entreprise. Après, le quatrième, c'est pour les experts. Donc, ce qu'il est en train, Monsieur Swami, en train de sensibiliser les gens pour la spécialité et pour avoir une valeur ajoutée par rapport à ce large réseau de formations. Donc, revenons à ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est la formation tri. Le premier niveau. Tri, c'est trier ou trouver, comment trouver votre idée d'entreprise. Donc, chaque projet, bon, juste avant de continuer, je vais vous expliquer juste, entre parenthèses, un petit quelque chose. Là, on est dans la formation des formateurs. Donc, on va pas rentrer dans tous les détails de manuel comme on fait pour les entrepreneurs. Non, Allah يبارك, vous êtes tous des formateurs, machallah. Donc, on va passer les grands titres, les plus essentiels. Après, on revient toujours formateur certifié, non certifié, quel que soit, ou maître formateur, même je suis sûre, Monsieur Dalil, il revient toujours au manuel. Pourquoi? Parce que l'Organisation internationale du travail, il fait toujours la mise à jour pour le contenu, pour le manuel. Donc, on est obligé de revoir toujours notre manuel. Donc, ça, c'est un point. Deuxième point, avec les cours interactifs, c'est un résumé. C'est vrai, on peut être, on peut être tricheur quelque part, si je peux me permettre de le dire. On peut être tricheur, on fait juste un balayage pour le contenu. Mais le moment où on fait face à la formation, on fait face à l'entrepreneur, on est obligé de revoir. Donc, de préférence, ne pas perdre du temps et de chercher toujours apprendre et de chercher toujours à comprendre le contenu d'Emmanuel. Voilà, ça c'est juste une petite parenthèse.
Sinon, je reviens par rapport au programme TRI. Comme je vous avais expliqué, TRI, c'est trouver ou trier une idée d'entreprise. Si l'idée, il est là, donc on va la travailler, on va faire une étude pour consolider cette idée. Si on n'a pas d'idée, on a plusieurs idées plutôt, on va voir comment trier la meilleure idée. C'est pas euh, le plus important, c'est pas trouver une idée. Le plus important, c'est trouver la meilleure idée. La meilleure idée qui va porter un plus, soit pour soi, soit pour l'entourage, comme on a expliqué. Donc, les 3 points les plus essentiels dans le niveau tri plutôt, pardon. Donc, si la première des choses, c'est ce qui concerne l'entrepreneur lui-même. Est-ce que j'ai les compétences? Est-ce que le gérant a le statut, le statut qui va faire réussir l'idée ou l'entreprise. Donc, on va voir les compétences de l'entrepreneur lui-même. Deuxième point, c'est l'idée en elle-même, donc les conditions pour cette idée. Est-ce que l'idée, il est là réellement ou un rêve? Parce qu'on peut trouver une idée, mais ça reste un rêve. On ne peut pas réaliser cette idée. Donc, dans le programme, on trouve comment consolider, comment transformer cette idée d'un rêve à un réel. Le troisième point, c'est l'environnement prospère pour cette idée. Pourquoi parce qu'on peut trouver une idée que ça peut être prospère dans un environnement et un autre non. Et même par rapport aux entrepreneurs, voilà, aux porteurs de projets, euh, ça sera mieux, voilà. Donc, l'environnement, j'ai dit l'environnement et le porteur de projet. Ça peut être une idée géniale, meilleure par exemple, Malek, et ça peut pas être une bonne idée pour moi, par rapport à ma personne, par rapport à mes conditions, par rapport à mon emplacement, par rapport à beaucoup de choses qu'on trouve dans ce niveau. Donc, on a ces trois points les plus essentiels qu'on va voir dans le premier programme TRI. Passant premier point par rapport aux les compétences de porteur de projet. D'accord. Avant ça, déjà, on va voir pourquoi être entrepreneur, pourquoi on a besoin de ça. On est tous là, soit par rapport déjà à nous, on est des formateurs. On est des formateurs. Chacun de nous, je suis certain qu'il a son poste, soit étatique, soit privé, soit il a un projet entre ses mains. Mais pourquoi il a décidé de faire cette formation? Pourquoi il a décidé? Pourquoi on peut trouver un plus dans ce programme, dans cette formation d'aujourd'hui, TRI? Soit par rapport à la liberté. Par exemple, je vous avais expliqué par rapport à mon cas, je voulais être libre. Je voulais pas, j'ai pas pu supporter un responsable sur ma tête fait chaque fois dans des ordres, par exemple. Donc, il y a cette liberté, la sensation de liberté. Je fais ce que je veux. Je peux modeler mon travail, mon projet à ma façon. Soit la passion. On trouve des gens, je connais des gens ici, ils sont bien avec leur poste, ils ont rien. Donc, ils aiment ça, ils veulent faire ça, ils veulent faire ça. Donc, c'est soit par rapport à la passion, ou on trouve même des gens pour la création d'emplois. Elle veut créer un emploi. Il a l'autonomie financière, il a de l'argent, il a la liberté, il a la passion, mais il veut créer un emploi par rapport à la famille, ou l'entourage, les amis. On vient de parler de l'Algérie, par exemple, on peut faire monter l'économie de l'Algérie. Donc, ça, c'est un autre point. Pourquoi on cherche à être porteur de projet? Soit par rapport à la fierté. Je veux juste avoir le statut de cette fierté, les gens parlent de moi. Donc, tous ces là peuvent être l'idée pourquoi je veux être un entrepreneur. Donc, revenons les compétences de l'entrepreneur lui-même. Les compétences. La première des choses, selon les statistiques bien sûr bien faites des gens qui ont réussi leur vie professionnelle bien sûr, le premier point, c'est la passion.
ils aiment ce qu'ils font. Ils aiment ce travail. Ils aiment l'idée en elle-même. Donc, ils vont réussir. Si on n'aime pas l'idée, c'est pas la peine d'aller loin parce que 1 an, 2 ans, 3 ans, on se retrouve dans des pas en arrière. Donc, la première point. Par rapport aussi, on trouve la prise de décision. On trouve des gens, ils savent. Si je sais pas prendre la décision, le savoir prendre cette décision, parce que le projet, c'est vraiment c'est quelque chose qui marche en parallèle du jour au lendemain. Si je peux pas avoir une bonne décision de choisir, je peux pas réussir. Il y a ce qu'on appelle aussi l'orientation, ce que je veux, l'orientation vers le but, ce que je veux faire. Par exemple, là, la formation d'aujourd'hui, on est tous des formateurs. C'est quoi le but? Est-ce que d'avoir uniquement la certificat, est-ce que je veux être formateur spécialisé? Est-ce que je veux avoir uniquement cette fierté d'avoir certificat de l'Organisation internationale du travail? Donc, le but de projet. On a aussi un point très, très, très important, c'est le risque. Comment gérer le risque? Parce que le projet, c'est des risques. On est sur le marché, on fait face à pas mal de choses, soit l'environnement extérieur, soit par rapport à l'État, soit par rapport au côté juridique, soit par rapport la crise mondiale. Donc, on fait face à un risque toujours. Donc, on a besoin de ce point de savoir gérer le risque. D'accord. Donc on a beaucoup de choses par rapport au projet. Est-ce qu'il est nocif pour l'environnement ou non? Donc tout ça, c'est des compétences qu'on peut trouver chez un entrepreneur réussi. Parce que être un entrepreneur, ça peut être pour 1 an, 2 ans, mais entrepreneur réussi, il faut bien voir ces petits détails. Vous trouvez les petits détails donc dans le manuel concernant ce point, avec des exemples, avec des tableaux, avec des exemples même réels. C'est vraiment extraordinaire. Je vous recommande vivement de revoir le manuel. Revenons à l'idée. Pour l'idée, pour une bonne idée, c'est, on peut dire, la meilleure idée pour réussir le projet, pour réussir déjà l'idée en elle-même. On doit poser quelques questions. Parmi les questions, la fameuse question, phrase question, comment dirais-je, qui, que, quoi et quand, comment. Voilà, je pense la majorité connaît cette fameuse phrase de question. Donc, quel besoin? C'est quoi le besoin non satisfait par rapport? Donc, je vais voir le marché. Un besoin non satisfait par rapport les concurrents, ils sont là, mais les gens cherchent quelque chose, donc je saute sur l'occasion. Donc ça fait toujours une bonne idée, ça fait la réussite. Même ça fait le marketing de l'idée en elle-même. On n'a pas besoin de faire le marketing parce que l'idée en elle-même satisfait un besoin non satisfait déjà sur le marché. La deuxième question qu'on doit se poser, quel produit? C'est quoi le produit que je veux travailler? Par rapport à quoi? Par rapport à l'emplacement, par rapport à l'entourage, par rapport à les coûts, par rapport à beaucoup de choses. Donc, les petits détails de produit, on les trouve aussi dans le manuel. On a aussi, on doit voir la question vendre à qui veut dire quels sont mes clients potentiels, qui je vais offrir cette idée. Est-ce que j'ai le nombre important? Est-ce que j'ai les gens qui vont acheter? Est-ce que j'ai un écho? J'aurai un écho par rapport à l'idée. Donc, je vais revoir aussi cette question. Je dois avoir une réponse. Parce que je vous avais expliqué dans le deuxième niveau, on doit avoir face pour remplir des tableaux. Donc, toutes ces questions, on doit les remplir dans le deuxième niveau. Donc, revenons à d'autres questions. Comment vendre mon produit? Je dois étudier ça avant de prendre l'idée. Est-ce que je vais vendre directement au client final? Est-ce que il y aura un intermédiaire, ce qu'on appelle un revendeur?
donc le grossier, le fabricant, le grossiste et le client final. Donc, je vais étudier tout ça. Et la cinquième question qu'on doit se poser, l'impact de cette idée sur l'environnement. Est-ce qu'elle est nocive? Est-ce qu'il va faire, par rapport déjà aux voisins, par rapport à l'environnement, par rapport à l'entourage, par rapport à la nature? Donc, tous ces points, on va les étudier avant de prendre la décision de prendre cette idée. Donc ça, des questions qu'on doit vraiment se poser avant de prendre la dernière décision de l'idée. Si je trouve uniquement, j'ai cette idée. Mais par contre, si j'ai plusieurs idées, donc je sais pas quoi faire. Voilà, j'ai fait un parcours, plusieurs boulots, plusieurs travails, j'ai plusieurs idées, j'ai les compétences par rapport à ces idées, mais je sais pas quelle idée que je vais choisir. Donc et ça, c'est un plus, hein, c'est un plus, positif par contre, hein. C'est bien d'avoir plusieurs idées. Pourquoi? Peut-être, mon idée en elle-même, elle n'est pas bonne, alors que je suis convaincue comme quoi cette idée, elle est bonne. À la base, peut-être hem, je suis douée quelque part, et à une autre idée quoi, à un autre projet. Peut-être, l'environnement, peut-être les coûts, que j'ai, ils vont répondre à une autre idée. Donc avoir plusieurs idées, c'est avoir plusieurs opportunités, plus d'opportunités. Plus d'idées, plus d'opportunités. Plus d'idées, je vais prendre la meilleure décision. Donc avoir plusieurs idées, je vais sélectionner la meilleure. Comment sélectionner la meilleure? Donc, c'est par rapport déjà à mon expérience, apprendre par rapport des gens déjà qui ont fait ce projet. Donc, je vais revoir toutes ces idées, je vais les analyser, je vais voir aussi, je vais étudier la région où je fais cette idée. Toutes les idées, je vais les étudier par rapport à la région où suis-je, où je vais faire mon projet. Comment je peux aussi exploiter l'environnement. Donc, j'ai une idée de créer un showroom de voitures alors que je suis à Tizi Ouzou. On a une fortune des oliviers, donc ce sera une idée extraordinaire, soit par rapport aux compétences naturelles ou là, les compétences naturelles. Donc, tous ces points, toutes ces idées, donc, je vais les travailler, choisir la meilleure idée. En dernier, après avoir choisi la meilleure idée, donc je dois revoir ce qu'on appelle l'analyse SWOT, ce qu'il vient de nous expliquer Monsieur Swami. Par rapport l'analyse SWOT, c'est quoi? Les forces et les faiblesses. Je vais voir les forces et les faiblesses de mon idée, donc par rapport à moi, donc par rapport à l'entreprise, par rapport au projet. Donc je peux maîtriser, je peux changer, je peux améliorer, je peux diminuer. Donc je peux faire un changement. Donc j'ai la possibilité. Et on a aussi ce qu'on appelle les avantages et les inconvénients des dangers et des opportunités. Les dangers et les opportunités, c'est par rapport à l'extérieur. Donc, je peux pas maîtriser, je peux pas changer. J'ai aucun savoir, aucun pouvoir de faire quelque chose. Mais j'ai quelque chose, c'est d'analyser à l'avance. On a parlé sur les compétences de l'entrepreneur, c'est de comment gérer les risques, comment saisir les opportunités. Donc, je vais voir, je donne un exemple, il y a une loi. C'est pas du jour au lendemain, ils vont changer la loi. Automatiquement, il y a toujours quelques mois. Donc, je sais, il y a un changement. Donc, je dois étudier, je dois faire face. Il y a ce qu'on appelle les surprises. La meilleure surprise pour tout le monde entier, c'est la pandémie, c'est le virus Covid, voilà, le corona Covid-19. Donc, c'est une surprise pour tout le monde. Et on trouve des gens qui savent le risque, qui savent quand même de tirer profit
de la chose, même si négative. Donc, ils vont faire un virage. On trouve par contre plusieurs sociétés qui ont fermé ou failli par rapport à la pandémie. Donc, c'est des choses, c'est juste pour vous expliquer que les opportunités et les dangers, c'est par rapport à l'extérieur et les forces et les faiblesses, c'est par rapport à l'intérieur de l'entreprise, l'intérieur de l'idée, de projet. Donc, je peux gérer. En général, c'est ce qu'on trouve dans le premier niveau, mais les détails, bien sûr, on les trouve dans le manuel. Comme je vous avais expliqué, on n'est pas en train de faire la formation des entrepreneurs pour vous expliquer, vous êtes là, machallah, tous des formateurs. Donc, c'est juste une idée générale. Après, vous revenez toujours au manuel pour trouver les petits détails et les explications. Merci pour tout le monde. Si vous avez des questions ou quelque chose qui n'est pas clair, je suis là. Merci, Monsieur Fermi, à vous la parole. Merci beaucoup, Zola. Je vous remercie pour cette explication. Donc, j'attire l'attention, oui, effectivement, ça, c'est un outil de formation. Vous êtes des formateurs, donc l'essentiel, c'est pas de connaître ce qu'on appelle le contenu de la formation parce que vous l'avez déjà, mais vous avez un outil pour former. C'est un manuel que vous pouvez utiliser, distribuer pour les entrepreneurs pour s'auto-former parce qu'il y a des activités, il y a des histoires, il y a des cas, il y a des études de cas, il y a des plans d'action à faire. Donc, c'est un outil, vraiment un bon outil pour former, pour laisser l'apprenant, bien l'entrepreneur, s'auto-former parce qu'il y a des plans d'action à faire, il y a des activités à faire. Voilà. Merci beaucoup. Mais sinon, si on parle des points d'apprentissage, c'est-à-dire les choses que doit chaque entrepreneur connaître, c'est de savoir que il n'y a pas une bonne idée en tant que telle. La bonne idée d'entreprise, c'est par rapport au porteur de cette idée d'entreprise et par rapport à l'environnement de cette entreprise et par rapport au marché. Donc, on a des conditions qu'on doit réunir pour parler de bonnes conditions, de bonnes idées d'entreprise. Donc, c'est par rapport, on a une idée, il peut être la meilleure idée du monde, mais par rapport à ce porteur d'idée, par rapport à l'environnement, par rapport au marché, est-ce que c'est la bonne idée d'entreprise? Voilà, l'essentiel, c'est de guider les gens à choisir une bonne idée d'entreprise par rapport à ce qui peut se faire dans son environnement, par rapport à ce qu'il peut faire lui-même en tant qu'entrepreneur et par rapport à ce que le marché peut absorber. Donc, si on parle d'idée d'entreprise là où il n'y a pas de besoin, alors qu'il y a ce besoin ailleurs, partout dans le monde, mais ce besoin n'existe pas chez moi par rapport à la méthode de distribution. Je ne peux pas arriver au client. Je n'ai pas la possibilité. Donc, ce n'est pas une bonne idée d'entreprise par rapport à ce moment, par rapport à mon marché, par rapport à mon environnement. Voilà un petit peu l'idée. Donc, la réussite, parce que la réussite des entreprises, ce n'est pas par rapport à leur gestion, bien par rapport à leurs études, à la réalisation d'études et de business plan, c'est par rapport à l'idée déjà, de l'idée de l'entreprise. Croyez-moi, le bon choix d'idée d'entreprise est la seule chose qui peut garantir la réussite et c'est-à-dire la durabilité de ces entreprises, bien sûr avec un bon management, une bonne planification, un bon travail, oui bien sûr, mais le début c'est le choix d'idée d'entreprise. Si on est failli dans le choix de l'idée d'entreprise, c'est comme le mariage. Si on a fait le bon choix, ok, j'ouvre le débat pour tout le monde. Si vous avez quelque chose à dire, allez-y. Je pense Hamdi Amal a levé la main. Oui, Hamdi Amal, allez-y. Le microphone, s'il vous plaît. Si vous voulez parler, Hamdi Amal, donc il faut
On ne vous entend pas. Activez le microphone. OK. Kacher, Kacher. Justement, salut. Merci pour la présentation pour Zola, mais justement, tu as abordé tout à l'heure, M. Dalil, l'andragogie. Franchement, c'est vraiment d'actualité, qu'il faudrait vraiment s'intéresser à l'éducation des adultes à travers justement, c'est tenir compte de leur expérience, de ce qu'ils savent faire, Oui. de leur savoir-faire, en tenant compte d'un potentiel justement de la région. Vraiment, on peut faire dans l'entrepreneuriat. C'est parce que les gens, ils ont un savoir-faire, donc il y a dans le domaine, moi je reste toujours dans le cadre, artisanal, terroir et tout, et l'agriculture, parce que franchement, les gens peuvent, en faire quelque chose. Donc alors, l'andragogie, elle est très utile pour effectivement impliquer, un groupe de personnes pour justement, en faire quelque chose. Pour nous, par exemple, pour notre association Food, nous envisageons, si c'était pas le ramadan, je pense qu'on va le faire après le ramadan, Inch'Allah, c'est qu'effectivement, nous avons, créé un atelier, pour la transformation du chocolat avec de la fixette Chablis Gauche. Justement, nous avons, bénéficié bien sûr d'un équipement et tout. Donc l'APC s'est impliqué justement, pour nous mettre à notre disposition une école primaire qui n'est pas opérationnelle. Donc pour en faire en même temps une fin pédagogique, en même temps un atelier de transformation. Parce que pourquoi? On a tout d'un potentiel de la région. Donc nous avons de la figue sèche, nous avons, du roux, nous avons des gonds, nous avons des amandes, nous avons plein qui peuvent être exploitables, des grenades. Donc franchement, donc il fallait, et nous avons aussi des femmes, qui font des choses extraordinaires. Pourquoi ne pas exploiter justement tout, ce public cible pour en faire quelque chose? Donc, c'est vrai que, des formations bien sûr qui peuvent se faire, tu l'as ciblé tout à l'heure, pour parler un petit peu de la gestion, de la faisabilité, c'est l'impact et cetera et tout ça peut se faire. Et donc alors franchement, on peut en sortir quelque chose, mais avec c'est-à-dire des gens de la population, des autorités locales et bien entendu, justement des personnes qui vont gérer cet atelier. Enfin moi, c'est un exemple que je donne comme ça, pour vous dire un peu que l'entrepreneuriat peut se lancer justement à travers justement, c'est-à-dire le didactique. C'est-à-dire par exemple, faire des formations, par exemple la transformation du chocolat avec la vie. Voilà, il y a la fille, qui va le faire, c'est-à-dire les personnes qui vont le faire, parce qu'ils ont un savoir-faire et tout. Donc on peut c'est-à-dire, avoir un résultat d'un produit qu'on peut valoriser, qu'on peut vendre, qu'on peut exporter, pourquoi pas. Merci beaucoup, Madame Kacher. Vraiment, c'est ça. Vous parlez de chocolat et en utilisant quelque chose de spécificité pour la région. Donc, c'est vraiment, c'est extraordinaire. C'est ça l'innovation et c'est ça la base. Donc, d'utiliser les ressources locales pour créer la richesse parce qu'on a des ressources. Euh, on vous dit que l'Algérie est riche. Oui, il est riche de ressources, mais il n'est pas riche de richesse. On n'a pas de richesse. C'est quoi la richesse? La richesse, c'est d'exploiter ce qui est naturel et de le rendre commercial et richesse. C'est-à-dire, on peut s'enrichir. Donc, si vous avez des terrains, vraiment, c'est des ressources. Mais si vous n'exploitez pas, donc vous n'avez pas de la richesse, de la richesse. Vous avez des terrains, mais vous êtes pauvre. Vous avez des minéraux, mais vous êtes pauvre. Vous avez des palmiers, mais vous êtes pauvre. Vous avez de l'or, mais vous êtes pauvre. Donc, si on ne transforme pas la richesse à travers cette combinaison, richesse naturelle et richesse humaine, et pardon, ressources humaines et ressources naturelles pour créer de la richesse, donc vraiment, on peut parler de la richesse. Et non pas donc, il y a une différence entre avoir des ressources et avoir de la richesse. Si on ne transforme pas les ressources, on n'est pas riche. Allez-y, Madame Keltouma. تفضلي.
Le Oui, microphone. euh, oui, merci. C'était pour juste joindre mon ami Kacher pour dire pour qu'on puisse aider toutes ces personnes-là qui mettent en valeur tous ces produits-là, comme elle a parlé de l'atelier chocolat, Bni Maouche, et ça va être avec du chocolat, avec de la figue sèche, du carob et tout ça, pour qu'on puisse aider ces personnes-là à commercialiser leurs produits. Il faut encourager pour moi le tourisme, que ce soit le tourisme local ou là le tourisme externe, pour qu'on puisse aller de l'avant, pour pouvoir vendre tous ces produits-là, que ce soit le produit artisanal ou là le produit de terroir. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Voilà, merci. Oui, oui. C'est Oui. pas une condition. Je vais venir pour Kahina. C'est pas une condition préalable pour développer ce genre de choses, hein. Je vais vous dire une chose. Combien l'importation de ce chocolat, la consommation du chocolat en Algérie? Si vous pouvez me dire un chiffre vraiment colossal. Mais si on transforme cette consommation de l'importation vers la consommation locale, bio, et c'est bon pour la santé. Moi, j'achète le chocolat avec des figues en Turquie. J'ai trouvé ça vraiment, c'est très, très important. J'ai parlé avec le gérant. Il m'a dit qu'on importe les figues sèches au Mexique. J'ai dit combien vous importez ça? Il m'a dit à ce moment-là, quand Abni Maouch, il fait 450 dinars le kilo, la meilleure qualité, avec le masse. Il dit que pour nous, c'était 1900 dinars le kilo. 1900 dinars, prix local, yani, au Mexique. Donc avec le transport, ça va doubler. J'ai dit que chez nous, voilà, la meilleure qualité, ça coûte comme ça. Il m'a dit que vous êtes des fous. Vous, les Algériens, vous êtes des fous. On est en train d'aller jusqu'au Mexique, alors que allez-y, ramenez-moi, je vais acheter. Ramenez-moi des conteneurs et je vais acheter. Quand vous allez à Bnimaouch, vous dites que oh, je ne peux pas. Je peux pas. Il veut même pas travailler en groupe pour faire une collection, la collecte et faire de l'exportation. Voilà, c'est un esprit, c'est une culture. On a une culture de production qui n'est pas auteur, une culture de consommation qui fait défaut aussi. Donc, c'est pas obligé de faire de l'exportation ou bien de développer le tourisme pour développer ces produits, le miel, les figues, le chocolat, الخروف. ما شاء الله. يلا يلا كاهنة أوراري. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Un riche débat, Monsieur Souami. Ça me fait vraiment plaisir d'évoquer ce genre de problématique. Mais comme pour toute activité, il y a l'analyse des risques. Et en termes d'analyse des risques pour le développement de ce type d'activité, notamment produits du terroir ou bien produits agricoles ou bien produits de première transformation, c'est bien le changement climatique et la pénurie de la matière première qui est le produit agricole. Il y a cette culture qu'on a perdue, la culture agraire. On ne développe plus nos champs au niveau des campagnes. C'est sur ça qu'il faudra travailler. Bien qu'on a essayé de lancer à plusieurs reprises l'activité, les formations d'arboriculture et au niveau du secteur de la formation professionnelle pour avoir cette main-d'œuvre qualifiée, relancer certains métiers qui sont en train de disparaître. On ne trouve pas des personnes qui ont des compétences sur le taillage et greffage pour parler de figues et de transformation et ainsi de suite. Donc, il faut revenir d'abord à deux problématiques. La problématique du changement climatique, le manque de main-d'œuvre qualifiée, certaines cultures certaines pratiques artisanales ou agricoles qui sont en train de disparaître, un savoir-faire ancestral qui est en train de disparaître.
Donc il y a ce deuxième problème. Et puis l'analyse des risques, c'est le changement des habitudes alimentaires. Le changement des habitudes alimentaires, la nouvelle génération qui est en train de s'occidenter, on va dire, hein, rappeler le terme, ça veut dire on importe de nouvelles habitudes alimentaires. C'est vrai qu'il y a une certaine prise de conscience de la part de la population, notamment pour les produits bio, naturels et ainsi de suite. Mais pour ce qui est produits artisanal ou la Oui, on est oui, ensemble. oui, oui, vraiment l'idée est claire puisqu'on a discuté de ça déjà au début, on a cité ça, vraiment. Vous êtes en train de nous cautionner, vraiment, merci beaucoup. Euh, oui, L'exportation, oui, oui, l'exportation, ben, l'idée est très claire parce qu'il y a beaucoup de demandeurs pour intervenir. il n'y a pas de Et souci, monsieur Souhami. Je merci voulais beaucoup, juste l'idée est très claire. conclure avec une phrase, c'est tout. Donc Voilà. l'exportation va permettre de valoriser le produit local. Après, le local va acheter le produit algérien. C'est ça malheureusement ce qui arrive comme réalité pour nos compétences également, pas seulement pour nos produits. Je vous Oui, remercie. merci, merci beaucoup. C'est pour ça qu'on a dit qu'il y a un environnement. On a précisé qu'il y a un environnement socio-culturel qu'on doit travailler. On est formateur, donc on est censé de travailler avec des entrepreneurs, avec des jeunes, avec la population, avec des associations. C'est-à-dire, on a un champ de développement. Chacun a un champ, c'est-à-dire حيز للتغيير للتأثير. Donc, vous êtes formateur, vous êtes un leader, donc vous allez changer. Donc, si on travaille avec cette conscience, tout le monde a cette conscience, donc on va changer petit à petit. Et c'est ça le change management. Le change management, c'est de changer et de réussir au niveau local avec des échantillons et ça va créer une boule de neige. Merci beaucoup, Kaina. Fouzia Bokhris, allez-y. Après, je donne, bon, Fouzia, allez-y. Après Oui, pour, Najima. dans le même contexte, je dis que c'est pas le problème ici n'est pas un problème d'estime de soi, c'est un problème d'absence de mise en valeur de nos produits. Par exemple, on n'a pas la culture de mettre en valeur nos produits.
surtout les produits agricoles. Je prends l'exemple, par exemple, l'huile d'olive. L'huile d'olive, nous, on a la meilleure qualité, parmi les meilleurs, je dis, de la qualité du monde, mais on exporte l'huile d'olive en vrac. Et c'est les pays importateurs, c'est eux qui font la mise en valeur de ce produit, qui font l'emballage, qui font la mise en valeur, et c'est eux qui font la vente à travers le monde sur leur propre nom. Par exemple, je prends l'exemple du produit de la Tunisie ou l'Algérie ou du Maroc. Ce sont les pays de l'Espagne, de l'Italie, de la France, qui font l'exportation de nos produits. Donc, nous, c'est la culture, on doit développer la culture de la mise en valeur de nos produits et rendre nos produits commerciables. Voilà. Oui, merci beaucoup, Fouzia. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres intervenants? Najib, oui. Najib Nesrouch, allez-y. Salam alaikum. Salam. J'ai quelques points à éclaircir auprès de M. Delil. En choisissant le domaine de formateur, je parle de mon cas, ou bien de formateur, ou bien de consulting, est-ce qu'on peut penser à M. Delil d'aller à l'international? Par exemple, j'explique. Est-ce que les grandes entreprises, par exemple les multinationales, ont besoin de nos services? Oui. Un deuxième point, et je conclue. En ce qui concerne le domaine de l'entrepreneuriat, je pense qu'il y a des niches qui ont besoin d'être découvertes, qui nécessitent une réflexion. Par exemple, l'investissement dans le domaine de la santé, qui est vraiment qui présente des opportunités interminables. J'évoque l'exemple de Madame Mouna qui s'est penchée vers l'investissement en plus de sa première vocation. Je pense qu'elle a construit, qu'elle a édifié un hôpital à sa fille, entre parenthèses. Je veux dire, il y a beaucoup de niches à découvrir. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup, Najib. Pour la première question, donc, est-ce qu'on peut aller à l'international? Il faut savoir que ce programme, c'est pour la petite et moyenne entreprise. Et il y a un autre programme de l'OIT, ce qu'on appelle Multi. Donc, c'est un consultant expert pour les multinationales. Et pour devenir consultant pour les multinationales, il faut déjà connaître les multinationales. Il faut travailler déjà dans les multinationales. Il faut savoir la logique multinationale, la logique de pénétration des marchés. Il y a beaucoup de choses. Donc, si vous êtes à ce niveau, vous allez suivre notre programme de l'Organisation internationale du travail, c'est développer les multis. Et développer les multis pour travailler pour l'emploi décent, pour l'équilibre social et tout ça. Donc, il y a même un message à passer si vous êtes certifié pour les multis. D'accord? Donc, c'est un autre niveau, une autre spécialité et un autre programme qui existe. Très bien. Donc, pour des choses, donc, vous avez parlé de Mouna parce qu'il a choisi d'exploiter son potentiel et de travailler et d'améliorer sa capacité dans son domaine déjà d'études et de l'expérience. Et maintenant, ils veulent faire la transmission de son savoir-faire, de son expérience. Et d'ailleurs, c'est la même chose pour la majorité des formateurs ici. Madame Kacher, donc Madame Kahina Ourari, Keltouma, je pense que Mimoun, ce qu'on appelle Yasmina, qui l'a développé vraiment
des techniques pour l'agriculture saharienne et maintenant, il est devenu formatrice pour transmettre toute cette expérience. Donc, on a un grand rôle à jouer puisqu'on est dans le bain, on est dans la réalité et on a des gens à changer. Donc, le changement, je pense que c'est nous, c'est les professionnels. Merci beaucoup, Najib. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Zola, oui, Fadli Zola. Merci, Monsieur Delil. Juste pour répondre à Monsieur Najib par rapport à ce que vous dites, Delil, juste, il parle de multinationales. C'est juste, le multinational, déjà, c'est une création de l'Occident, c'est une création mondiale. Pourquoi? Il est si on peut dire qui est le gagnant toujours dans le multinational, c'est l'Occident. L'Occident cherche toujours le travail, cherche toujours le terrain en Afrique. Nous, par contre, on est là. Qu'est-ce qui nous manque? On a toutes les richesses, on a les pays, on a les richesses naturelles, on a les richesses humaines. Mais ce qui nous manque, c'est les idées, les projets. Donc là, on est en train d'étudier, de parler projet, de parler porteur-projet. On a tout ce qu'il faut. Donc, on n'a qu'à passer à l'action. Quand on passe à l'action, c'est à eux de chercher après nous. On a tout. On peut être fabricant. C'est pas nous qui vont chercher l'exportation. C'est nous qui exigent après nos conditions pour exporter. Si on fait un bon travail, on a le projet qui sera réussir. Donc, l'Occident, il va nous supplier pour leur donner une part, si on peut dire. Donc, c'est juste une petite parenthèse. Je voulais répondre à M. Najib. Merci, M. Swami. Merci beaucoup, Zola, pour cet apport. Ok, oui. Donc, pour les multinationales, donc ils ont vraiment, il y a beaucoup de choses derrière. C'est de standardiser la consommation, la globalisation, la mondialisation. Et c'est de suivre un régime de consommation occidental. Et si on suit un régime de consommation occidental, donc on va consommer les produits des États-Unis et voilà, on punit la production locale. Donc c'est une culture, la mondialisation et la globalisation, c'est pour ça. Donc c'est pour créer un modèle de consommation. Vous voyez maintenant les Coca-Cola, les cheeseburgers, les hamburgers, les burgers. والله وهي رايحه خلاص on ne consomme pas ni زيت ni طمين ni والو rien. Donc ça a puni nos agriculteurs, ça a puni la production nationale. Mais ça va venir, il y a une conscience qui vient parce qu'il y a maintenant, on parle de la glocalisation. C'est quoi glocalisation? C'est de penser global, mais c'est d'agir local. Oui, je vais penser global. Je vais essayer d'utiliser la technologie. Tout ce qui est mondial, je vais l'utiliser, mais c'est pour agir local, c'est pour développer le local. Donc, maintenant, c'est la glocalisation. On ne doit pas parler de la globalisation. On doit parler de la glocalisation. Penser global et agir local et développer local. Merci beaucoup pour ces points. Vraiment, c'est important, Najib et Zola. Est-ce que Hamdi Amal, yallah, dernier intervenant. Hamdi Amal, le microphone. Votre microphone, Hamdi Amal. Ok. Merci beaucoup vraiment pour votre